Bonjour, c'est très solennel comme entrée sur scène. La musique s'arrête. Ravi d'être là parmi vous. Je m'appelle Jules Coignard, je suis le cofondateur de Circulaire. On est un cabinet de conseil spécialisé dans l'économie circulaire. Et on a la particularité de lancer et d'animer des coalitions d'acteurs, industriels, publics, ONG, pour aborder des sujets de circularité et notamment les faire passer à l'échelle, qui va être justement une grosse partie de ce dont on va parler aujourd'hui. Je suis ravi d'être ici pour parler d'économie circulaire, évidemment. Et cette année, la poésie est à l'honneur, avec le collectif Les Poétiseurs, présents dans toutes les conférences. Les Poétiseurs est un collectif de poètes d'entreprise qui réenchantent les organisations et la RSE avec la magie de la poésie. Nous avons le plaisir d'accueillir Anaïs Bon et Sandra Lacourly pour une introduction poétique. Je vous invite à venir sur scène. On peut les applaudir. Circuler, il y a tout à voir. On prend, on jette, on oublie, on remplace, on remplit. On produit à l'appel, on gave les étagères. Et nos mémoires courtes ne se satisfont pas des babioles d'avant-hier. Plus on emballe, plus ça s'emballe. Inondation de fringues fugaces, orgie de carton, tempête de Pâques. Fashion bastion, îlot de mégots plastifiés, barque à la dérive sur l'océan pétrole. Épiphase dans ta face, bisphénol, mercure et bouchon POP. On a inventé toutes ces matières que le monde peine à digérer et qui pourtant nous rendent fiers, nous technologiquement avancés. Nous qui avons oublié que le terme humilité venait de l'humus bienveillant, lui-même lié à l'humanité, celle de penser et d'agir, pour progresser ensemble et aussi se souvenir. Au consommé instantané, opposons le rêve du temps long. Que laissons-nous derrière nous? Des mouchoirs et des brisures? Aurons-nous la patience de puiser sans épuiser? Aux enfants de nos enfants, j'ai envie de laisser une vie foisonnante et labile, riche du pouvoir de toujours se réinventer. J'ai envie que l'herbe repousse entre les pavés, que Paris soit hybride, mi-cité, mi-forêt. Nous avons plus beau à bâtir que des polders de rebut à la dérive sur la mer. L'écorce au sol, terreau trésor, rempart à l'érosion, appel à l'éclosion. Histoire souterraine de murmures errants, messe basse de cloporte, dans le compost humide et odorant. Loin de nos plastiques sans parfum, loin de nos solvants capiteux, dessous, tout respire. Et nous? Notre corps sait la magie des cycles. Il connaît le chaos et le réveil renouveau. Il absorbe, dilue et recompose, se mue en continu, en osmose et cicatrice pour se réinventer. Tu es poussière et tu redeviendras poussière. J'appelle au réveil de la matière. Qu'est-ce qui germe dans ce qui dort? Qu'est-ce qui hiberne sous ce qui sort? Les vers mûrissent des récoltes infinies, vertiges invertébrés aux 1000 envies. 5 cœurs battant dans des cordes alchimistes, transformant en or mou la motte tourbe. Nos maîtres sont sous nos pas, dans le silence bruissant de la terre, ceux qui savent la sagesse première. La matière attend, se tord, se défait, se reconstruit. Parfois l'oubli la contraint à s'enfouir. Déchet ou trésor? Disons métamorphose. Nous sommes des éternuements d'étoiles. Ton sourire est modelé dans une glaise où sont sédimentés des ères entières d'ancêtres. Pourtant, rien n'a vieilli, tu t'es régénéré. Phénix fougueux aux plumes calcinées, tes joues ont été les feuilles d'un chou paumé, tes oreilles pêches de vigne. Les vers de mon compost m'enseignent la vie éternelle. L'eau du fleuve devenue nuage me fait signe vers l'infini. La canette froissée dans le fossé peut devenir lanterne. Métamorphose. Rien ne se perd, rien ne se crée. Inventer n'est que rassembler, oser ne plus se ressembler. Nous sommes tous éco-conçus. Toi, ton frère, la fleur et le bel épervier. Savoir naître, c'est savoir mourir. Nous, toutes et tous porteurs d'éternité, sommes les passeurs et passeuses des temps immémoriaux. Entre nos mains se tient le pouvoir de la renaissance. Nous pouvons être les acteurs d'un monde moins brûlant si nous décidons de changer de paradigme, d'inventer autrement, de reposer l'énigme. Si l'on prend soin de son chez-soi, de la maison commune du vivant, on peut être frugal sans être chiche. On peut rendre grâce et justice à ce qui est là, en prolongeant l'existence et l'usage.
L'économie circulaire, c'est cette histoire d'amour tardive où l'on apprend à transmettre au lieu de brûler. Si les possibles nous possèdent, dépossédons l'impossible. Il n'y a pas de matière première. Il n'y a que les secondes du tic-tac du temps qui guette. Alors, circulez, s'il vous plaît. Il y a tout à voir. Un recommencement fragile La beauté d'un monde. qui choisit enfin de durer. Merci. Un grand merci pour cette introduction qui nous met dans les meilleures dispositions pour notre conférence. Donc je vais appeler nos participants à la conférence. J'appelle Valentin Fournel, directeur innovation, éco-conception et réemploi chez Citeo. On peut les applaudir s'il vous plaît. Julie Fournier, responsable économie circulaire chez Legrand. Florence Lanoé Anfossi, directrice marketing et RSE du groupe Marie Brizard Wine & Spirits. Et enfin, Stéphane Crène, directeur innovation chez GS1 France. Ravi de vous avoir tous les quatre. Donc on va parler d'économie circulaire. À titre personnel, ça fait 12 ans que je travaille dans la circularité. Pendant très longtemps, on n'avait pas des salles combles comme ça pour parler d'économie circulaire il y a plus de 10 ans. Donc c'est déjà un bon signal que ce soit le cas. Pendant très longtemps, on s'est posé des questions sur qu'est-ce que l'économie circulaire, comment je peux m'en emparer, souvent d'ailleurs en entrant par le prisme du déchet et en remontant peu à peu vers l'éco-conception, et comme ça a été dit, la nature éco-conçoit tout ce qu'elle fait. Et là, on arrive, je trouve, dans une nouvelle période de la circularité, ce sera intéressant de vous entendre là-dessus, qui est un petit peu le passage à l'échelle de ces modèles. On commence à voir des modèles comme la seconde main, la réparation, qui commencent à peu passer à l'échelle et qui ont besoin de beaucoup de choses, de financement, de traçabilité. On va parler d'énormément de sujets aujourd'hui. Et du coup, la première question que j'aurais pour vous, c'est une question assez large que j'aimerais vous poser à tous les quatre. C'est comment faire de réduire, réemployer, recycler, sachant qu'il y a d'autres R, non plus des options, mais les fondations de nos modèles économiques. Est-ce que Valentin, tu veux ouvrir la discussion avec une vision assez systémique que peut avoir Citeo, puis ensuite on descendra vers d'autres acteurs? Alors, avec plaisir. Bonjour à tous. Merci Jules. Alors, je pense que pour réussir le passage à l'échelle, pour moi, il y a trois raisons, enfin trois moyens, trois leviers pour vraiment y arriver. Le premier, c'est évidemment la réglementation. On l'a vu, ça a été quand même un catalyseur assez fort, avec notamment la loi AGEC, quand on regarde les emballages ménagers en particulier. La réglementation qui doit jouer un rôle à la fois de fixer une ambition, un cap. Elle doit aussi être là pour sanctionner dès lors qu'on ne l'atteint pas, s'assurer en tout cas que le niveau, le cadre est bien respecté par tous pour assurer vraiment une cohérence. Et puis le faire tout en étant le plus clair et stable possible dans le temps pour apporter cette visibilité, cette lisibilité long terme dont les acteurs ont tous besoin pour pouvoir planifier, investir sur des temps parfois longs. Donc ça, je pense, c'est le premier point, c'est vraiment la réglementation et qui joue un rôle clé. Ensuite, c'est celui du business model. C'est-à-dire que si on n'a pas de business model, évidemment, ça ne marchera pas. Et moi, je suis convaincu que pour que le business model fonctionne, il faudra que ça se fasse par la mutualisation. Et donc le rôle aussi de cette mutualisation et du collectif, et d'ailleurs que tu représentes par les actions de circulaire. Et puis le dernier point, c'est évidemment le consommateur. C'est-à-dire que tout ça ne fonctionnera jamais si le consommateur n'y va pas. Donc il faut le rendre le plus simple, intelligible, facile d'accès, en plus d'être évidemment pas plus cher, mais ça passe dans le business model. Parfait, c'est un super premier panorama. Est-ce que quelqu'un souhaite rebondir? Florence, oui. Oui, bonjour. Effectivement, je suis complètement d'accord sur la partie réglementation et sur le collectif. Donc, je travaille pour une société de spiritueux dans lequel la verrerie est quelque chose qui prend beaucoup de place, au sens propre comme au sens figuré. Et effectivement, je rejoins complètement sur l'aspect collectif. C'est vrai que nous, on a pris l'initiative il y a 3 ans avec Loop de se lancer dans le projet du réemploi. Mais c'est vrai que seul, on est rapide, mais à plusieurs, on va plus loin. Donc effectivement, là, avec l'aide de Circulaire, on s'est lancé dans une coalition, on est qu'au tout début, avec d'autres industriels et spiritueux pour réfléchir, pour tester plutôt, et réfléchir aussi après à comment remettre en place le système de réemploi dans notre industrie.
puisque comme vous le savez, le geste de la consigne est un geste qui a disparu il y a déjà un certain nombre d'années, en tout cas pour la grande distribution. Merci. Je vois Stéphane à côté. Stéphane, alors comment on fait pour que l'économie circulaire finalement soit les fondations de notre modèle économique? Si tu as la recette. Non, mais je rejoins tout ce qui vient d'être dit, très bien. Je pense que la collaboration, c'est vraiment un élément clé. Hein. Passer à l'économie circulaire, ça veut dire changer un modèle qui est un modèle macro. Hein. L'économie linéaire a plusieurs décennies derrière elle. Ça veut dire que beaucoup de choses ont été optimisées. Les organisations se sont organisées pour travailler ensemble dans ce contexte-là, dans ce cadre-là. On change de cadre, eh ben, ça ne peut pas se faire tout seul. Je pense que d'ailleurs, moi, c'est quelque chose qui m'avait beaucoup interpellé quand des politiques s'étaient posé la question de faire le bilan de la loi AGEC et en même temps, tout le monde reconnaissait que cette loi avait été précurseuse, qu'elle avait beaucoup inspiré d'autres cadres réglementaires ailleurs dans le monde et en Europe. Et en même temps, le constat, c'était on a des objectifs et on n'est pas bien parti pour les relever. Mais je pense que personne n'avait vu que peut-être pour la première fois on pose un cadre, des objectifs aux entreprises et les objectifs n'ont pas les leviers internes pour atteindre ces objectifs. Donc il a fallu quand même que tout le monde mature le fait que c'est pas tout seul qu'on atteint ces objectifs, mais c'est en se mettant en réseau, en travaillant en collaboration avec tout l'écosystème. Et l'écosystème, ça peut être très large et donc ça peut prendre du temps. Et voilà, donc je pense que cette prise de conscience a eu lieu, en tout cas en France. Je ne sais pas si c'est vrai dans tous les pays, mais en France, on a compris qu'aller vers plus de circulaire, c'était travailler ensemble et réinventer les modèles collaboratifs ensemble. Parfait, merci beaucoup. Et, je vais finir ce tour de table et je vais juste dans ce sens. Hein, c'est vrai que la loi AGEC, ça a été quand même un déclencheur, en tout cas sur le marché français, de se dire tiens, ça a mis un peu la lumière sur la circularité et ça a permis de développer tout un tas de choses, d'arriver sur des leviers et des freins sur lesquels on reviendra prochainement. Julie, est-ce que tu as envie de réagir aussi? Oui, tout à fait. Donc Julie Fournier, j'ai récemment rejoint le groupe Legrand. Donc je vais vous donner ma première impression, premier jour d'arrivée dans le groupe. Je rencontre quelqu'un dans le couloir qui me dit bienvenue, vous avez travaillé sur quel sujet? Je dis l'économie circulaire. Il me dit super. On a des demandes clients, il y a un besoin. Donc, je sens qu'on a vraiment passé un point de bascule où, je témoigne pour un industriel, on a compris ce que c'était que l'économie circulaire. C'est à peu près approprié par l'ensemble des équipes. La question va se poser maintenant, effectivement, des vrais leviers pour ce passage à l'échelle. Moi, je pense qu'il y a un sujet, plutôt intra-entreprise que sur l'écosystème, qui est le fait qu'on manque aujourd'hui en fait, d'indicateurs et d'effets de levier là-dessus. On parle sur des temps très longs. Donc, quand effectivement, moi je viens du groupe Legrand, ça fait des années qu'on intègre des matériaux recyclés, on arrive à 35% cette année. Quand je dis c'est super parce qu'on anticipe sur la réglementation qui va arriver à l'échelle européenne, voilà, ça c'est de la création de valeur qu'on a aujourd'hui du mal à mesurer et donc ça devient difficile d'en faire un vrai levier décisionnel pour l'entreprise. Donc pour moi il faut des indicateurs qui vraiment montrent cette création de valeur. Donc ça peut être effectivement anticiper la réglementation, ça va pouvoir être aussi garder la relation avec les clients. Quand on est sur des modèles circulaires, on allonge la durée de vie de nos produits et on essaie du coup d'allonger aussi, d'intensifier nos relations avec nos clients. Tout ça, c'est de la création de valeur, c'est difficilement mesurable. Donc voilà, moi, je ferai ce constat-là aujourd'hui. On est vraiment en pleine bascule et je suis ravie parce que du coup, on a beaucoup de choses à faire. Parfait, merci beaucoup. D'ailleurs, sur les indicateurs, il y a une norme ISO qui existe maintenant sur la circularité. On a aussi travaillé avec 16 grands groupes français sur un set de 33 indicateurs que vous pouvez retrouver en ligne sur le site de Circulaire qui donne justement la mesure de la circularité. Est-ce qu'on comprend de plus en plus la mesure de l'impact de la circularité, qui sont deux choses bien différentes, parce que la circularité n'est qu'un moyen finalement de réduire des impacts environnementaux, et pas que d'ailleurs, hein, avec des impacts sociaux et économiques. Valentin, tu as parlé dans ton introduction des leviers justement de la circularité. Tu as parlé de législation, de collectifs, de consommateurs. Quels sont selon toi les freins? Parce qu'on sait que c'est compliqué. Toi, tu gères en plus différents sujets, l'éco-conception, le réemploi notamment. C'est quoi les freins justement à ce fameux passage à l'échelle de l'économie circulaire? Alors je pense que le frein principal, c'est d'apporter une vision commune, partagée, et que tous les acteurs sachent exactement leur rôle à jouer dans cette vision. En fait, on voit qu'aujourd'hui, l'économie circulaire, ça peut regrouper énormément d'actions très variées, sans forcément de cohérence les unes avec les autres. On parle de réduction, on parle de réemploi, on parle de recyclage.
On parle de décarbonation de la matière première, qu'elle soit vierge, qu'elle soit recyclée. Comment est-ce qu'en fait on arrive à créer ce lien entre tous ces différents R en fait, hein, et donc se dire, en fait, moi en tant qu'entreprise, je vais aller vers cette direction-là. Parce que je sais qu'il va falloir que je commence par la réduction déjà de ce que je peux réduire, ensuite que je me lance dans le réemploi, que le recyclage qui est déjà là depuis des années, j'aille encore plus loin pour augmenter encore les performances. Et je pense que c'est ça aujourd'hui qui manque. Alors, nous, chez Citeo, on essaye vraiment d'y travailler en fixant des trajectoires long terme et qui ne sont pas évidentes. On a fait ce travail avec Carbon 4 notamment, de savoir est-ce que la filière emballage ménager pouvait s'inscrire dans les accords de Paris. Hein, on a la chance quand même d'avoir réussi à accoucher d'un cadre international et un objectif extrêmement ambitieux sur la réduction des émissions de CO2. Il faut que tout le monde le respecte. Hein, il faut que tout le monde s'engage dans cette direction. C'est la seule façon d'y arriver. On a cette chance-là, donc il faut vraiment en profiter. Et nous, on a vu que c'était possible donc, par les emballages ménagers. Donc ça veut dire quand même de réduire de 80% les émissions de CO2 d'ici 2050, hein, ce qui est quand même un vrai challenge. Mais c'est possible, et c'est possible dans les 2 scénarios modélisés par Carbon 4, c'est-à-dire les scénarios plus sobriété, comme ils l'appellent. Donc on va compter plus sur les changements de consommation pour pouvoir atteindre nos objectifs. Et c'est également possible dans un scénario plus pro-techno, là qui mise plutôt sur les technologies et la R&D pour atteindre nos objectifs. Ce qu'on se dit, nous derrière, avec cette étude-là, c'est évidemment qu'aucun des 2 scénarios n'est vrai. Hein, c'est le principe de faire des scénarios, d'ailleurs. Mais la vérité sera entre les 2. Et donc, il faut absolument qu'on active tous les leviers de ces 2 scénarios pour réussir, ou pour être en capacité à atteindre ces objectifs-là. Et donc, ça veut dire de pouvoir activer donc, la réduction, le réemploi, le recyclage, la décarbonation des matières utilisées dans les emballages, là, en l'occurrence, pour pouvoir le faire. Et donc, il faut réussir à le faire de bonne manière, en étant cohérent, encore une fois, entre chacun des R, pour éviter les débats qui peuvent être sans fin parfois de est-ce qu'il vaut mieux ci, est-ce qu'il vaut mieux ça. En fait, on a besoin de tout, quoi qu'il arrive, il faut juste réussir à bien le faire. Et pour tous les acteurs, ça ne va pas être la même trajectoire. C'est surtout ça qui est intéressant. Donc, il va falloir quand même individualiser les solutions. C'est extrêmement intéressant ce que tu dis, et c'est vrai qu'il y a souvent des débats dans le réemploi, recharge, réemploi, etc. Et souvent, la circularité, justement, s'inspire d'une certaine manière de la nature, qui a une pluralité de solutions. Et c'est souvent ces pluralités de solutions qui est une bonne réponse et qui est plus ou moins adaptée à tel ou tel contexte économique, social, environnemental, qui en plus, pour des multinationales, est encore plus complexe parce que ce ne sera pas la même chose en France que ce sera en Allemagne et encore moins en Indonésie. Mais néanmoins, c'est ça qui apportera des réponses économiquement et environnementalement viables. Donc, merci beaucoup pour cet apport. Quand on parle justement de freins, je m'adresse à toi Stéphane, on parle souvent de traçabilité, de standardisation. Ça, c'est des sujets que vous connaissez bien chez GS1. On sait qu'elle joue la donnée, même la data, elle joue un rôle clé dans la circularité. En quoi, selon toi, l'uniformisation des informations sur les produits, en plus qui a une législation qui a priori devrait pousser dans ce sens, donc la composition, la traçabilité, le réemploi, est-elle un prérequis pour massifier les modèles ? Oui, alors moi je travaille chez GS1. GS1, c'est une organisation internationale à but non lucratif et on produit des standards et on produit notamment beaucoup de standards de données. Et c'est vrai que le prisme historique de GS1, ça a beaucoup été le produit. La façon dont tout circule, ses caractéristiques pour finalement inciter le consommateur à le choisir, etc. Donc là, on est vraiment à une période charnière où en fait ce prisme produit est en train d'être transformé et ce qu'il faut qu'on adopte, c'est plutôt un prisme matériau parce que c'est ça qui est clé en matière d'économie circulaire. Bon, moi je dirais pas qu'il s'agit d'un prérequis. Il faut éviter de déclarer trop de prérequis parce que c'est une façon de ne pas avancer, etc. Je pense qu'on peut aussi beaucoup avancer à travers des initiatives collaboratives, innovantes, etc. Ces initiatives nous font avancer, nous font mieux comprendre finalement quelle forme de consensus technique il faut qu'on trouve pour ensuite passer à l'échelle. Donc moi, je ne suis pas d'accord pour dire que mon travail est un prérequis. Il faut qu'on avance et qu'on essaye d'avancer au rythme des différentes initiatives. Mais en effet, je pense qu'il y a quelque chose d'extrêmement sensible et important dans les logiques de passage à l'échelle autour de cette question de la digitalisation, d'adopter des formats de données pivots. Au-delà d'avoir des formats de données pivots, il faut qu'on ait les moyens techniques pour acquérir la donnée. C'est pas toujours facile. Hein. Quand on parle d'emballage, par exemple, les déchets d'emballage, jusqu'à présent, on ne sait pas très bien les identifier. Donc il y a quand même des choses à aller chercher du côté de la R&D, etc., qui peuvent être décisives dans cette logique de digitalisation. Donc il faut capter la donnée, il faut être capable de l'exprimer sous une forme commune, et ensuite, il faut les écosystèmes numériques pour permettre de partager cette donnée quand on parle des différents sujets, par exemple si on prend le réemploi des emballages.
Il faut considérer que là, tout d'un coup, on se retrouve avec des écosystèmes qui vont réunir des dizaines de milliers d'acteurs. Et je veux dire, ce partage de données dans des environnements aussi ouverts, en réseau, etc., c'est quelque chose qui n'existe pas dans l'économie linéaire. Et donc, il y a beaucoup de choses à inventer, d'une certaine façon, de mécanismes autour de ces écosystèmes numériques. Comment est-ce qu'on développe les identités numériques des différentes parties prenantes, etc., les droits d'accès aux données, etc. Donc, il y a beaucoup de choses à inventer. Il y a beaucoup de compétences aussi à cumuler. Hein. Le monde de la gestion des déchets connaît assez mal, par exemple, le monde des data space, qui est un peu l'alpha et l'oméga de la stratégie européenne en matière d'autonomie dans le numérique pour contrer la toute-puissance des plateformes nord-américaines ou chinoises, etc. Donc on est à ce moment-là où les compétences doivent se mêler, se croiser pour qu'on définisse des solutions communes les plus pertinentes possibles. Parfait, merci beaucoup pour ça. Je vais me tourner maintenant vers les industriels, donc Florence, Julie. Je vais commencer par toi, Julie. Chez Legrand, vous vous intéressez de plus en plus à l'économie circulaire. Je suis assez bien placé pour le savoir, puisque vous avez investi chez Circulaire, c'est pour ça que je dis ça. Donc vous avez engagé différents chantiers, justement, de l'éco-conception, de modèles aussi de circularité. Qu'est-ce qui change finalement? Et j'ai l'impression que c'est vraiment un shift qui est en train d'être fait de toute l'industrie aujourd'hui, et j'aimerais que tu puisses en témoigner chez Legrand, où avant la circularité était vraiment dans une logique de projet RSE et qu'on passe plus dans une logique de projet industriel maintenant, qui est beaucoup plus transformatif. C'est quoi un petit peu ton point de vue là-bas et ton ressenti? Complètement d'accord sur ce point. Effectivement, quand on engage une transition pareille, ça ne peut pas être porté par une direction RSE, ça n'a pas de sens. C'est une stratégie qui doit être portée par l'ensemble des métiers d'une entreprise. Donc moi, pour le coup, j'ai vraiment un prérequis, c'est que si mes produits ne sont pas éco-conçus, je ne pourrais plus rien faire derrière. Donc il est clair que le premier axe d'action de Legrand, c'est de travailler avec ses équipes de marketing produit et de R&D pour concevoir des produits qui se démontent, qui se réparent, qui se désassemblent pour le recyclage, etc. Si j'ai pas ça, déjà, je ne pars de rien. Donc c'est pour ça que Legrand a mis en place une nouvelle démarche d'éco-conception. Voilà, on teste des choses, on a mis en place notre propre indice de réparabilité qui est très inspiré de ce qui se fait déjà par ailleurs. Ça ne sert à rien de réinventer des choses, mais il faut faire en sorte que ce soit vraiment bien approprié par les équipes. Et ça ne peut venir que d'une décision de la direction qui décide que effectivement l'éco-conception, ça va devenir le fil rouge des métiers de R&D. Donc ça, c'est vraiment important. Et il n'y a pas que ces métiers-là qui sont impactés. En fait, il y a tous les métiers. Je prends un autre exemple chez nous. On a monté une filière de reconditionnement des blocs d'éclairage de sécurité, le fameux petit bonhomme vert que vous voyez là-haut. Aujourd'hui, j'ai besoin d'un nouveau métier qui est un métier d'acheteur de produits en fin de vie. Aujourd'hui, ça n'existe pas pour un industriel. Il vend à ses clients, ça il sait très bien faire. Il achète des matières premières, ça aussi il sait faire. Par contre, là, j'ai besoin d'un nouveau métier. Donc c'est pareil, s'il n'y a pas une impulsion pour trouver ce métier de acheteur commercial qui source la matière, je vais pas aller beaucoup plus loin. J'ai besoin aussi beaucoup de travailler avec ma logistique parce qu'il faut faire revenir tous ces produits jusqu'aux usines. J'ai besoin de travailler avec mes usines pour qu'elles mettent en place des lignes de reconditionnement. Donc pour ça, il faut que je change leurs indicateurs de performance parce qu'on n'a pas la même performance sur une ligne de production que sur une ligne de reconditionnement. Donc voilà, c'est vraiment un changement à produire à toutes les échelles, tous les métiers du groupe. Et donc quand ça, c'est forcément sur le temps long. Mais ce qui est sûr, c'est qu'à chaque nouveau projet, chaque nouveau POC, on en apprend beaucoup et ça nous permet assez rapidement de démultiplier ces enseignements. Et peut-être juste avant de zoomer sur le réemploi avec Florence, mais j'ouvre juste une parenthèse sur les nouveaux métiers parce que je trouve que c'est un vrai sujet dans la circularité. La transformation des métiers en entreprise déjà. Comme tu dis, un acheteur, il va
plus acheter uniquement du neuf, donc de la manière classique linéaire, de la manière dont on a appris à acheter. J'étais acheteur chez Airbus, donc je sais comment ça marchait. Ça change vraiment la manière de faire, donc ça change la manière de faire des achats, du marketing, etc. Il y a aussi des nouveaux métiers qui ont besoin d'émerger, enfin, ou des anciens nouveaux métiers, hein, d'ailleurs, des réparateurs qui manquent aujourd'hui, puisqu'on a besoin de recréer un écosystème local. Est-ce que vous ressentez aussi ça? Genre, je m'adresse un peu à tout le panel, je ne sais pas si quelqu'un veut rebondir sur cet aspect un peu nouveau métier, ou des manques parfois de qualifications qu'on aurait besoin, et quelles sont peut-être les solutions à mener, qu'elles soient d'ailleurs qu'elles viennent du gouvernement ou même des acteurs privés. Est-ce que vous avez des inputs là-dessus? Oui, je pense qu'il y a un sujet, en fait, quand on parle et notamment du réemploi, je pense que c'est d'autant plus prégnant sur le réemploi. C'est-à-dire que c'est vraiment un moyen de réindustrialiser et donc de relocaliser en fait des activités qui étaient faites par ailleurs, sinon. Donc oui, il y a un besoin de monter en compétences. La réparation, faut évidemment le faire près de là où on est, parce que ça n'a pas de sens d'aller faire réparer ailleurs. Et donc oui, donc ça veut dire qu'il faut bien prévoir ça. Et comme en plus on est en phase de désindustrialisation en France, c'est justement l'occasion de pouvoir essayer de proposer en fait un nouveau futur, un nouvel avenir pour les personnes qui sinon de toute façon vont perdre leur emploi, et de pouvoir justement le refaire. Donc oui, évidemment que c'est clé. Mais merci beaucoup, et tu fais le lien avec le réemploi justement, donc je vais me tourner vers toi Florence, c'est super bien fait. Dans les vins et spiritueux, donc tu le disais en introduction, ça fait plusieurs années quand même que vous testez un petit peu le modèle de réemploi. Comme tu l'as dit, le verre c'est quand même une matière qui d'ailleurs par ailleurs peut avoir des risques d'approvisionnement, mais c'est une matière qui a besoin de beaucoup d'énergie lors de sa fabrication, et qui du coup, j'imagine, représente une bonne partie de votre empreinte carbone. Donc c'est pour ça que vous travaillez sur le réemploi du verre notamment. Est-ce que tu peux nous donner un peu les enseignements que tu tires des différents pilotes que vous avez pu faire, même si vous continuez encore à en faire en ce moment, et peut-être si tu as des inputs sur les conditions qui manqueraient aujourd'hui pour le passage à l'échelle justement du réemploi. Et je pense que Stéphane et Valentin notamment, vous pourrez rebondir. Alors, il y a beaucoup de choses à dire. Il va falloir m'arrêter, je vais peut-être être trop longue. Alors, en fait, le pilote principal que nous avons initié, donc c'était il y a 3 ans, comme je l'évoquais tout à l'heure, avec la société Loop, en partenariat avec Carrefour, sur un produit qui s'appelle William Peel. Donc c'est du whisky. On a pris notre plus grosse référence, parce qu'on a évoqué, je crois que je l'ai entendu déjà 3 fois depuis le début de la conférence, le mot temps long. Alors, comment vous dire? Circularité plus spiritueux égale temps très, 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 très long. Parce que, alors, à quelques exceptions près, on est sur comme on dit dans notre jargon, sur une destruction qui est en théorie pas immédiate, hormis les soirées. On est sur un temps très long. Une bouteille de spiritueux, c'est censé rester au sein du foyer pendant un certain temps. Donc déjà, intrinsèquement, on est sur une catégorie de produits où potentiellement le retour de la bouteille n'est pas pour demain matin. D'accord? Donc ça, c'est la première chose qu'il faut poser. Ensuite, donc il y a ça, il y a la mise en place qui est aussi indispensable, donc là à travers les distributeurs, et en l'occurrence donc là c'est avec Carrefour, qui a été un petit peu plus long que prévu. Donc même si ça fait 3 ans qu'on s'est lancé dans ce projet-là, ça s'est surtout accéléré depuis 1 an et demi. On en reparlait avec des gens justement de chez Circulaire. À partir du moment où on a dépassé un certain nombre de magasins, parce qu'au début on était plutôt autour de 50 magasins, plutôt des magasins de proximité, et là depuis 1 an on a dépassé les 200 magasins, on est en train de passer à 300 magasins, on va bientôt être 400 magasins. Donc il faut qu'il y ait de plus en plus, ça semble logique, de plus en plus de points de vente où on expose en fait cette possibilité de ramener la bouteille. L'enjeu, il est quand même colossal. Je m'étais noté un chiffre pour que vous vous rendiez compte, rien que la marque William Peel, sur laquelle donc, on travaille depuis 3 ans sur ce projet-là, c'est plus de 20 millions de bouteilles. D'accord? Donc, je n'ai pas fait le calcul pour toute la catégorie, mais c'est énorme. Donc, en fait, ce qui est très compliqué dans cette industrie, c'est qu'on est sur les 3 R, réduire, réemployer, recycler. Recycler, la bouteille verre en France, je crois que c'est plus de 80% de bouteilles verres qui sont... 86%, merci. 86% des bouteilles verres qui sont recyclées. Le consommateur a ce geste de recycler. Le geste du réemploi, il y a tout à faire.
c'est complètement oublié, sauf des générations plus anciennes. Donc il y a beaucoup de travail de pédagogie à faire auprès des consommateurs. Donc c'est pour ça que le déploiement, la visibilité en magasin, l'éducation qui est faite au point de vente et aussi sur nos bouteilles. Nous, on a mis en avant sur la bouteille qu'on était sur un produit qu'on pouvait ramener. C'est crucial. Et quand je dis temps très très long, c'est pour vous dire qu'avec l'accélération, on ne va lancer notre premier nettoyage de bouteilles que la semaine prochaine. D'accord ? Donc, je considère que la première année, c'était aussi pour grande partie lié au nombre de points de vente qui était quand même assez limité. Donc là, on voit depuis 6 mois qu'il y a une accélération. Donc je caresse espoir que le prochain nettoyage ne sera pas dans 3 ans, blague à part. Non, je pense qu'il y aura forcément un nettoyage, je pense, début d'année prochaine. Mais c'est quand même que vous touchez du doigt ce que ça veut dire. Donc, parce que là, on est aussi sur des sujets où il y a des enjeux économiques. On ne va pas nettoyer à chaque bouteille unitaire qui revient. On est obligé d'avoir un certain nombre de bouteilles qui nous est retourné. En l'occurrence, on était parti sur un certain nombre de bouteilles, donc 4 palettes. Et on a pu les nettoyer. Et on va enfin boucler la boucle et remettre ces bouteilles du coup dans un cercle vertueux de réemploi. Voilà. Et sur la question économique, alors là, je te donne rendez-vous à la fin de la coalition, parce qu'effectivement, les enjeux sont colossaux. Côté consommateur, éducation, côté distributeur, travailler ensemble pour plus de visibilité en point de vente. Mais sur la partie économique, c'est vaste. La supply chain existante actuellement en France avec la grande distribution n'est absolument pas adaptée au fait de récupérer les bouteilles. D'accord ? Il a fallu passer par Loop, qui est notre intermédiaire qui gère la récupération des bouteilles, pour avoir ce test avec Carrefour. Il y a d'autres initiatives qui existent. Vous avez dû entendre parler de Reuse avec Citeo, qui veut passer, qui est sur un test à encore plus grande échelle puisqu'on est sur 4 régions. Pour l'instant, on n'y est pas. Peut-être. Peut-être que... Non, mais je parlais des spiritueux. Et donc... Mais effectivement, la supply chain n'est pas du tout adaptée. Donc, il faut complètement repenser la collecte des bouteilles, le lavage. Au jour d'aujourd'hui, puisqu'on est sur un test, on le fait avec une société extérieure. Demain matin... je commence à dire en interne à nos interlocuteurs industriels, il faudrait peut-être avoir des lignes de lavage. Alors, est-ce qu'on lave que pour nous ou on lave à plusieurs ? Parce que économiquement, là aussi, il y a des économies d'échelle à trouver avec les industriels, que ce soit sur la récupération ou le lavage. Et puis, il faut mettre ça au bon endroit. On ne va pas mettre le lavage, la collecte à des endroits qui sont... trop lointain des différents points de vente. Donc, en fait, le sujet est vaste. Et la question économique derrière tout ça, il faut se rendre compte qu'au jour d'aujourd'hui, mais même au moment où je vous en parle, déjà la coalition, donc on est la seule marque de spiritueux qui s'est lancée là-dedans il y a 3 ans. La coalition spiritueux, ça s'est monté petit à petit. Les différents intervenants viennent, mais c'est laborieux. C'est laborieux parce que les enjeux économiques sont importants. Au jour d'aujourd'hui, quand je parle de réemploi, ça n'est associé qu'à des coûts supplémentaires. Donc, il est urgent qu'on sache au bout de combien il nous faut de réutilisation de bouteilles. Dit très simplement, c'est un peu plus complexe que ça, mais au bout de combien de réutilisation de bouteilles, en fait, ce que je vais économiser en achat de verre va nous permettre d'économiser tous les coûts générés à côté, en transport, en lavage, etc. Voilà. Et merci beaucoup. Et j'aimerais rebondir tout de suite sur la partie coût, parce qu'on sait que c'est le nerf de la terre, hein, le nerf de la guerre malheureusement, sur la partie économique, modélisation de tous les business models circulaires notamment. Mais donc là, on parle du réemploi. Je me tourne vers toi, Valentin, puis ensuite, je pense que Stéphane, tu auras probablement des choses à amener sur le réemploi. Mais je sais que vous avez fait pas mal de modélisation. On sait qu'à échelle, en tout cas, je te laisserai commenter, ça peut fonctionner. On a la chance d'avoir un cadre législatif par la loi AGEC qui fait qu'aujourd'hui, Citeo joue ce rôle justement de mettre le pied à l'étrier du réemploi. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus et la vision moyen-long terme du réemploi ? Oui, c'est ça. Quand on parle de business model, alors sur le réemploi et la partie mutualisation est clé. Et c'est pour ça qu'on a lancé effectivement Reuse, alors qu'on teste là dans 4 régions, donc à grande échelle, 16 millions d'habitants potentiellement concernés avant de passer à l'échelle nationale en 2027. C'est bien ça l'objectif. Ce qu'on a travaillé tous ensemble, c'est pas le dispositif de Citeo, c'est le dispositif des acteurs en fait, ce qu'on a travaillé en coalition extrêmement large, parce que tout le monde a pu contribuer. On a fait des grands Reuse Day, il y avait des centaines de contributeurs qui sont venus justement pour apporter leur expertise, dire ce qu'ils trouvaient bien dans le dispositif et ce qu'il fallait améliorer.
Et donc ce dispositif mutualisé qu'on lance là maintenant, on teste justement cette échelle-là. Et ce qu'on a modélisé, tu as raison, c'est qu'on sait que dans 10 ans, quand on aura des milliards d'emballages qui seront réemployés, ce sera OK d'un point de vue compétitivité par rapport à l'usage unique. Voilà. Donc c'est bien, on est content. Ça veut dire que OK, ça marche. Maintenant, le problème, c'est comment on y arrive dans les 10 ans. Hein, parce que d'ici là, c'est quand même beaucoup de risques pour les entreprises. Et donc c'est là où le rôle de la mutualisation est clé, et des éco-organismes. Hein. C'est que nous, on vient à la fois donc, apporter un cadre mutualisé pour que le dispositif soit interopérable et qui fonctionne de la même façon où qu'on soit en fait en France, et que tous les emballages puissent s'y intégrer. Évidemment les spiritueux. Parce que si on ne fait que les spiritueux, malheureusement, je pense que ça ne marchera pas. Pour des raisons justement de rotation, de coût, on n'y arrivera pas à avoir l'économie du système. Alors que si on dit les spiritueux peuvent s'intégrer dans un dispositif, on va de toute façon récupérer des bouteilles de jus, des bouteilles de bière, du lait, des bocaux, des pots, etc. Évidemment, ça devient plus intéressant. Et donc c'est là où nous, au début, on a mis évidemment de l'argent pour financer en fait la mise en place de ce dispositif, pour lui permettre justement, au début, d'être quasiment ISO par rapport à l'usage unique, pour que les volumes arrivent, la mutualisation plus les volumes vont faire qu'on arrive à une optimisation du système et que le plus vite possible, on arrive à un coût qui soit le plus compétitif possible. Donc ça, c'est à garder en tête quand même pour les industriels, c'est qu'aujourd'hui, grâce du coup, à un boost de sitôt, ça ne coûte pas plus cher finalement de tester le réemploi versus de l'usage unique. Et ça peut même offrir des opportunités de développement puisqu'on a des consommateurs dont on va voir la réaction quelque part, hein, c'est ce qu'on est en train de tester, mais qui vont justement peut-être aller vers ce type de produit. Donc c'est quand même intéressant de le garder en tête. Et encore une fois, c'est le cadre législatif, hein, tu l'avais nommé comme levier, qui a permis de faire ça. Et il y a une vraie attente des consommateurs. Hein. Ouais, tout à fait. Stéphane, est-ce que je sais que le réemploi est un sujet qui vous tient à cœur chez GS1, et non pas GS1 d'ailleurs, désolé. Est-ce que tu veux rebondir sur le sujet ? Oui, alors on peut dire GS1, on peut dire GS1, on dit comme on veut. Oui, alors nous on travaille effectivement beaucoup aussi sur le sujet. On essaie d'accompagner la dynamique présente en France. C'est vrai que la loi AGEC dit 10% d'emballage réemployable en 2027. Donc évidemment, quand on regarde la situation actuelle, ça donne un peu le vertige. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le modèle français de réemploi est finalement sans équivalent à travers le monde, parce que ce 10% de tout type d'emballage, ça n'existe pas. Donc on connaît bien le réemploi porté à l'échelle industrielle dans d'autres pays limitrophes, mais sur certaines catégories de produits, là, il s'agit quand même de faire quelque chose de totalement nouveau. Donc nous, on essaye de faire œuvre d'utilité. Et de travailler justement sur les dispositifs techniques pour le passage à l'échelle. Et le sous-bassement technique du réemploi, c'est la traçabilité des emballages réemployables. La traçabilité, c'est vraiment un élément fondamental pour aller chercher de la performance économique et environnementale. La traçabilité, c'est la visibilité sur les flux, la visibilité sur les stocks, la visibilité sur l'état des emballages. Et donc si on n'a pas une façon commune d'objectiver tout ça, de partager la donnée, de la faire remonter, d'objectiver les performances de chacun des maillons de la chaîne, parce qu'encore une fois, la chaîne, c'est pas le bon mot d'ailleurs, de chacun maillon de la boucle, c'est des dizaines de milliers d'acteurs. Si on commence à avoir des stocks dormants un peu partout, on aura des parcs d'emballage qui seront énormes et on n'aura pas de performance. Donc la traçabilité, c'est vraiment un élément, un dispositif vraiment essentiel pour créer la performance. C'est aussi quelque chose qui a à voir avec l'adhésion du consommateur. Et ça, c'est moins naturel de le voir. Pourquoi est-ce que ça a à voir avec l'adhésion du consommateur ? Parce que c'est très lié à la question de comment est-ce qu'on informe le consommateur sur où est-ce qu'il peut rendre l'emballage, quel est le montant de sa consigne, etc. Et c'est beaucoup en lien avec le geste du retour. Aujourd'hui, dans Reuse, on va utiliser le code barre tel qu'on le connaît aujourd'hui pour aller rendre son emballage dans un automate. Mais se pose la question des automates. Est-ce qu'on veut mettre des automates partout ? Si on n'en met que dans les hypermarchés, du coup, on a une contrainte du retour qui est quand même assez incroyablement élevée pour le consommateur. Et donc, on risque finalement d'avoir des retours que lorsque le consommateur sera dans la peau d'un super-héros du quotidien. Donc, il faut mettre des points de collecte partout. Et pour ça, on a besoin probablement demain d'être en capacité d'utiliser le smartphone pour gérer la déconsignation. Et donc, plutôt avoir des points de collecte rustiques, bas coût, et mailler le territoire avec ça. Et donc ça a à voir avec quel type d'identifiant on va mettre sur ces emballages. Voilà. Et la traçabilité, c'est aussi très en lien avec la sécurité sanitaire, la sécurité du consommateur, la sécurité industrielle. Et donc on voit bien que au moindre couac, en quelque sorte, on risque d'avoir une rétraction générale sur le réemploi. Donc voilà, donc on essaye de produire une vision harmonisée de comment est-ce qu'on pilote le réemploi demain avec des outils de traçabilité en commun pour que le laveur, par exemple, qui est au milieu de plusieurs boucles de réemploi, ait une seule façon de déclarer
finalement ce qu'il a lavé, quelle que soit finalement la boucle de réemploi dans laquelle il participe, que ce soit une boucle grande distribution, une boucle parapharmacie, que sais-je. C'est très important de travailler aussi au réemploi dans une perspective macro-sociale, c'est-à-dire intersectorielle. Je comprends qu'aujourd'hui, la dynamique elle est beaucoup plus facile à trouver et elle est tout à fait pertinente dans les secteurs d'activité, mais on a le consommateur au milieu. Le consommateur il sera à la fois client de Carrefour, de Sephora, de McDonald's, etc. Et ça veut dire que le geste de réemploi, le geste de retour, il faut qu'il soit le plus harmonisé possible si on veut vraiment gagner la bataille de son adhésion, le ramener à nous. Merci, je suis alors 100% d'accord. Effectivement, il y a en fait, finalement, l'acte d'achat, il est un peu le même partout. Aujourd'hui, le consommateur sait le faire. On a besoin de créer la même expérience, qui soit facile, rapide, etc., avec le contrainte du réemploi qui est ramené le contenant, mais qui soit multisectoriel à grande échelle. C'est pour ça que le collectif, et tu l'avais nommé comme levier, Valentin, en introduction, est évidemment un levier fondamental pour... Vas-y, tu veux je me permets juste... alors, c'est pas si compliqué que ça de ramener dans un magasin. Hein. c'est pas horrible, puisque de toute façon, les gens retournent dans les magasins, qu'ils ont l'habitude aujourd'hui déjà d'amener dans une borne d'apport volontaire en verre. Donc en fait non, c'est pour ça que le fait qu'on ait commencé, alors pour des questions de rapidité, de commencer par les magasins, on ne pense pas du tout que ce soit un frein pour le consommateur. Au contraire, c'est un geste qui peut très rapidement prendre. Voilà, je voulais juste préciser. Pardon. Ça marche. Merci. Et je rebondis juste sur... Il y a une notion que vous avez toutes et tous évoquée, c'est la notion d'échéance en fait, dans la circularité, qui est un vrai, pour moi, qui est un vrai frein. Hein, finalement, c'est la vision court versus la vision moyen-long terme. On sait qu'à vision moyen-long terme, la circularité, elle est quasiment systématiquement plus performante ou iso-performante économiquement, plus performante environnementalement parlant, socialement, la création d'emplois, etc. Parfois, on se heurte aux visions parfois court-termistes hein, des structures, mais de par leur activité, de par la manière dont ils fonctionnent. Comment, alors c'est une question compliquée, mais comment on arrive un peu à outrepasser ces freins? Sur quel levier on peut activer en interne pour essayer de montrer justement l'intérêt plus moyen-long terme? Comment on arrive à convaincre finalement de voir le potentiel au moyen-long terme de la circularité? Florence, je suis très preneur de la réponse. Faut se faire des alliés dans la boîte. Non, plus sérieusement, enfin, je le dis en plaisantant, mais c'est vrai. Enfin, faut arriver. Il y a une forme de lobbying interne. Là, je parle côté industriel, encore une fois. Hein, je réponds en tant qu'industriel. Il y a une forme de lobbying interne à avoir pour convaincre et que ce soit pas juste sa propre pensée. Moi, par exemple, dans mon cas, j'ai la chance d'avoir un directeur général France qui m'a suivi tout de suite sur le sujet. Mais c'est vrai, et puis il faut être persévérant en fait. Hein, faut être persévérant. Et après, il y a l'aspect économique, je dirais. Encore une fois, alors là, on focalise beaucoup sur le réemploi. Mais il y a aussi réduire, il y a aussi recycler. Alors si on prend réduire, je trouve que c'est intéressant d'en parler quand même. Faire de la réduction, dans notre jargon sur les bouteilles vertes, c'est en fait faire de l'allègement de bouteilles. On n'a pas attendu la RSE pour le faire. Comment vous dire qu'il y a un gain économique à la clé qui est évident et je vous donne cet exemple-là parce qu'en fait, pour moi, en fait, le meilleur moyen de faire avancer les choses, au-delà du lobbying en interne, qui est une croyance collective et une volonté collective d'y aller, c'est aussi effectivement petit à petit avoir des preuves qu'au bout du bout, ça va être économiquement viable. Et d'en réduire, quand on réduit le poids des bouteilles, ça coûte moins cher, c'est plus vertueux. On est en train de développer pas mal de choses autour de l'éco-conception. Mais là, ça nécessite un effort, vous ne vous rendez pas compte, colossal sur une industrie des spiritueux où on ne jure que par la bouteille verte, à quelques exceptions près. Il faut lancer aussi des projets d'alternatives au verre. Donc, et là, pareil, arriver avec des arguments économiques en disant, regarde, si je fais ça, ça va. Et alors, ils sont toujours tout le monde est tout content quand on dit, je gagne de l'argent et en plus, c'est bien pour la planète. Donc voilà, je pense que le seul argument de c'est bien pour la planète, côté industriel, c'est compliqué, il faut avoir des éléments économiques. Et puis enfin, j'en reviens à l'introduction qui a été faite par mon voisin, il y a aussi la contrainte réglementaire. À un moment donné, si on oblige les industriels, dans le cadre de ce qui a été fait sur la loi AGEC, avant les spiritueux, j'ai travaillé longtemps dans les soft drinks, dans les boissons sans alcool. Sur l'usage du PET, il y a
il y a des objectifs au niveau de la loi AGEC qui sont très clairs, très précis. Je pense qu'il va falloir le faire, pas que sur le PET. Je pense qu'il va falloir donner des objectifs sur énormément de matériaux pour que tous les industriels se disent, bon, OK, là, on n'a plus le choix, il faut y aller. Donc voilà, il y a ça. Il y a les... Je vais prendre encore un autre exemple, un sujet dans lequel je suis. Les distributeurs font des annonces également sur le plan de décarbonation par rapport aux accords de Paris et ils nous demandent en tant que fournisseurs qu'est-ce que vous faites vous? Parce qu'en fait, on pèse, tous les fournisseurs réunis, on présente plus de 80%, voire des fois 90% de l'empreinte carbone des distributeurs en fait. Donc qu'est-ce que je fais moi, je me retourne vers mes fournisseurs aussi. Mais c'est très vertueux, en fait, ce type de... C'est pour vous des exemples très concrets. Quand la réglementation invite tout le monde à atteindre des objectifs, ça oblige tout le monde à bouger. Sauf que je pense qu'il va falloir accélérer sur les objectifs à fixer dans les différents types de catégories. Voilà. Parfait, merci. Julie, je me tourne vers toi. Même question, comment on arrive à convaincre à faire de l'économie circulaire en interne? Alors, il y a effectivement ce levier réglementaire, on est d'accord. Moi, j'ai un petit souci sur mes produits, c'est que j'ai un gros prisme. C'est un produit électrique, donc sécuritaire. Et donc là, je suis face à un mur. Comment ça, reconditionner un disjoncteur, c'est un élément de sécurité de la maison, c'est pas possible, etc. Donc il y a vraiment un énorme travail de... Moi, j'aime bien parler par l'exemple, de montrer que c'est possible. Et je trouve que ça parle bien. Alors, heureusement, on est un groupe assez grand pour que j'arrive à trouver des exemples et des exemples qui marchent bien. J'en ai un, par exemple, assez intéressant. Legrand fait aussi pas mal de produits pour la santé. Donc, si vous avez des personnes âgées ou en difficulté chez vous, vous connaissez tous le système d'alarme qui permet d'appeler si on tombe, etc. Et donc, on a ce boîtier qui donc appelle en cas de problème. C'était des boîtiers 2G. Il y a plein de pays aujourd'hui sur lesquels la 2G est complètement obsolète. Et donc, sauf que les équipes de ce pays se sont dit c'est quand même un produit qui vaut cher, il devient obsolète, mais en vrai, il marche super bien. Et surtout, il y a quand même des trucs intéressants dedans, donc des cartes électroniques qui valent assez cher. Est-ce que ça ne vaudrait pas le coup qu'on essaie de les ramener pour récupérer la matière qui est dedans? Et donc, c'est ce qu'ils ont fait, en fait. Ils démontent le produit, ils arrivent à récupérer 3 des 10 pièces qu'il y a à l'intérieur. Et en fait, économiquement, c'est hyper intéressant. Et donc là, tout de suite, moi, j'arrive avec un exemple qui dit, effectivement, je n'ai pas complètement bouclé la boucle, je n'avais pas un produit qui était conçu pour jamais être obsolète, j'arrive pas à changer le module pour passer de 2G, 3G à 4G, donc je n'étais pas parfait, c'est clair. Par contre, j'ai quand même une opportunité et qui a été économiquement hyper intéressante. Et donc, quand on passe un peu des exemples comme ça, ou des exemples où j'arrive à louer un produit, à vendre une solution de service de maintenance avec, à récupérer ce produit en fin de vie, le réparer, le revendre, enfin le relouer, etc. Dès qu'on est... Voilà, ça crée une émulation. Moi, je trouve ça hyper utile, en tout cas. C'est vraiment une solution que j'utilise beaucoup. Il y a quand même une partie, moi, où j'ai potentiellement un peu de mal. C'est donc non seulement en interne, il y a des freins, et j'ai aussi des freins avec mes clients, notamment sur des sujets qui, moi, me paraissent un peu aberrants. C'est-à-dire que mon fameux bloc de sécurité, je pense que vous ne l'avez jamais vraiment regardé dans un bâtiment. Aujourd'hui, on m'embête parce qu'il est rayé. Ce bloc de sécurité reconditionné. Donc il y a vraiment aussi une éducation à faire des clients en disant en fait, je vais vous vendre une fonctionnalité, je veux faire en sorte que les gens, s'il y a un incendie de votre bâtiment, ils trouvent la sortie. C'est pas parce que le bloc est rayé qu'ils vont pas trouver la sortie. Nous, on s'assure que la lumière brille assez longtemps, y compris s'il n'y a pas d'électricité, ce qui est le principal. Et donc, on a aussi un énorme travail à faire avec nos clients de sensibilisation sur c'est quoi les produits reconditionnés, réemployés, c'est quoi les matériaux recyclés qu'on a mis dans nos produits. Enfin, il faut vraiment beaucoup travailler sur ce point. Ça, c'est un sujet que vous percevez aussi, parce qu'on parle
du bloc rayé, mais la bouteille rayée. Je pense qu'on en entend pas mal parler dans le réemploi. Est-ce que à quel point c'est un gros sujet? Et Valentin, est-ce qu'il y a des moyens un peu d'outrepasser justement ce frein? Oui, alors sur la bouteille rayée, c'est vrai que dans le réemploi, les gens ont l'habitude quand même dans le CHR, hein, dans les cafés, hôtels, restaurants, de voir ça, ça pose absolument aucun problème. Voire au contraire, ça peut être aussi un signe distinctif. On n'est pas inquiet. Le jour où ce sera ça le problème, le frein au déploiement encore à plus grande échelle du réemploi, je pense qu'on sera content. Donc on n'en est pas encore là. Non, par contre, on le voit nous plutôt sur effectivement les sujets de réduction. Pour revenir là-dessus, c'est-à-dire que ce soit pour les industriels ou pour les consommateurs d'ailleurs, quand on vient réduire un emballage, alors outre l'allègement hein, qui lui se fait quasiment à isoperception, donc il n'y a aucun risque là-dessus. Mais dès qu'on va aller sur quelque chose d'un peu plus rupturiste, entre guillemets, par exemple, ce qu'a fait Bonduel sur les carottes râpées il y a quelques années, de supprimer le couvercle en plastique sur des barquettes de 250 grammes. Bon. En soi, on se dit, bah, ouais, génial, il y a quand même l'opercule hein, au-dessus, donc c'est toujours, évidemment, d'un point de vue sécurité sanitaire, il n'y a aucun problème. Mais il y a cette perception de perdre en fonctionnalité. En fait, c'est de ça dont on parle. Hein. On a l'impression de perdre une fonctionnalité. Et si on a juste à côté la même chose, mais avec la fonctionnalité qu'on avait avant, bah, du coup, pourquoi est-ce que je vais prendre celui sans la fonctionnalité? Et c'est là où il y a de l'accompagnement à faire. Alors, ça peut être économique, ça peut être juste de la sensibilisation, expliquer pourquoi le fait de supprimer ce couvercle, bah, c'est quand même 46% en moins de plastique dans l'emballage. Bon, bah, là, d'un coup, ça parle. Donc là, les gens se disent, ah oui, peut-être que ça vaut le coup que bah, je puisse pas refermer ma barquette une fois que de toute façon, je la finance d'une fois, donc je n'ai même pas besoin de la refermer. C'est pas très grave. Voilà. Et donc, c'est ça, en fait, plutôt qu'il faut essayer d'accompagner. Donc, je pense, c'est de donner de l'information, faire de la pédagogie de pourquoi, en fait, on propose quelque chose qui est un peu moins 10 ans. Mais est-ce que c'est grave? Parce que c'est une fonctionnalité qui n'est pas forcément clé. Je t'ai vu sourire, Florence, mais je pense que tu as dit quelque chose de très important, Valentin, c'est l'explication au consommateur, et je pense qu'on va aller vers le consommateur, justement. Elle est souvent extrêmement importante pour avoir l'acte, justement, et on sait que le consommateur est une partie prenante prépondérante dans tous les modèles de circularité, globalement, dans lesquels il doit être impliqué. Mais oui, donc je t'ai vu sourire, je te laisse rebondir. Ah oui, c'est vraiment... je suis désolée. Mais en fait, hier, nous avions une réunion avec la coalition SPI. Nous étions dans un magasin, Carrefour d'Ormesson. Nous avons fait une visite. Donc, je ne dirais pas quelle était la marque, parce que s'ils sont dans la salle, j'aime les fâcher. Mais ce n'était pas dans les alcools, c'était dans du sans-alcool. Et la bouteille verre en question, c'est pas qu'elle était rayée, c'est qu'elle faisait vraiment, excusez-moi du terme, mais sale. On était arrivé à un tel niveau de quantité de traces sur la bouteille que ça donnait un sentiment de quelque chose qui n'était pas propre. Donc oui, je vous rejoins complètement sur le fait qu'il faut éduquer, expliquer, mais il y a quand même un certain nombre de... Après, ça, c'est des standards. De mandatory, exactement, des standards. Ouais. Mais je pense qu'il y a aussi un sujet d'éducation. Moi, je pense, en vous écoutant, je pensais à quelque chose, là, en tant que consommatrice, chez des make-up. Je ne sais pas s'il y a des gens dans la salle, mais il n'y a pas longtemps, ils sont passés sur des cotons dits biologiques où on change la couleur. Le coton n'est plus le même. Enfin, on était habitué à avoir des cotons super blancs, plus blancs que blancs. Et maintenant, ils ont la couleur un peu plus proche du coton. Et c'est expliqué sur l'emballage. Et j'ai trouvé que c'était une très bonne initiative. Je ne sais pas s'il y a des résultats sur ce type d'initiative, mais enfin, j'imagine que oui. Mais en tout cas, je ne les connais pas. Mais voilà, c'est des choses comme ça, il va falloir éduquer. Et on parlait du recyclage tout à l'heure, sur les bouteilles verres. Là aussi, il y a un sujet. Nous, en moyenne, la réutilisation, le taux de réutilisation dans nos bouteilles verres, sur des bouteilles transparentes, comme celle-ci, elle est en moyenne de 20%. C'est pas beaucoup. Hein. Moi, c'est un sujet sur lequel je suis sensible. Pendant 15 ans, voilà, je travaille dans une société dans sans-alcool. Alors, on critique beaucoup le PET, mais je tends quand même à rappeler que tous les industriels de cette industrie-là travaillent depuis longtemps sur le fameux RPET, et pour avoir un taux de PET recyclé qui est très important. Enfin, il y a beaucoup de produits maintenant, on est quasiment, je crois, à 100% de PET recyclé. Sur la bouteille verre, on n'y est pas du tout. Et c'est un sujet, parce qu'on a habitué nos consommateurs, et là, c'est aussi la directrice marketing qui va vous parler. L'avantage, c'est qu'en fait, je me parle à moi-même, en fait, hein, aussi, sur les sujets comme ça. C'est qu'en fait, au jour d'aujourd'hui, si on augmente la quantité de verre recyclé, la bouteille sera plus transparente.
Mais c'est des chantiers, je pense qu'il va falloir investiguer. Et pour l'avoir fait par le passé, encore une fois, sur sans alcool, oui, on ne va pas passer du jour au lendemain d'une bouteille transparente à une bouteille noire ou verte ou quelle couleur, je ne sais quelle couleur, j'exagère. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a moyen sans doute de progressivement y aller, d'habituer, d'éduquer le consommateur. Je pense que maintenant, les gens sont habitués à avoir des bouteilles plastiques en eau, enfin tout ce qui est sans alcool, où la couleur légèrement, n'est pas aussi transparente que ce qu'on pouvait avoir avant. Et sur ça, Florence, parce que moi j'ai identifié ça comme un moyen finalement de convaincre sur l'histoire du moyen long terme, c'est parfois de se dire tiens, si mes pairs le font, ça me donne plus envie de le faire. Enfin, ça c'est quelque chose que j'observe et je vois un pouvoir des coalitions là-dedans. C'est de dire tiens, quand il y a l'industrie qui bouge, au début tout le monde se regarde un peu, puis hop, t'en as un, deux, trois, puis après t'as tout le monde qui vient. Est-ce que toi tu vois ça comme un moyen justement de convaincre? Et est-ce qu'au final, si tu parlais par exemple d'avoir des bouteilles moins transparentes, si toute l'industrie le fait, est-ce que c'est pas un moyen finalement de craquer le sujet? Complètement. Complètement. Ça fait partie des choses où je ne vois pas comment, sur ce sujet, sur ces deux exemples, sur le réemploi en grande distribution et sur le fait d'incorporer plus de verre recyclé ou de changer peut-être demain les standards de la perception de la bouteille, je ne sais pas encore quoi, ça ne se définit pas tout seul dans son coin, parce qu'effectivement, si moi je le fais sur mes produits et que les autres ne le font pas, ça va être moins disant. C'était l'exemple que vous preniez tout à l'heure au sujet des produits frais. Je vais être moins disante versus vis-à-vis du consommateur. Il ne va plus acheter, peut-être demain, préférer acheter une autre marque qui est restée dans les standards auxquels il était habitué, d'un point de vue business, je ne serai jamais écouté là-dessus. Donc, alors que si c'est un mouvement collectif, ça fonctionne mieux. Je me permets, parce qu'effectivement, on a fait le même constat. D'ailleurs, un autre exemple assez concret, quand les premiers pots de yaourt par 4, qui ont toujours un cavalier carton, qui avaient toujours un cavalier carton, les premiers qui ont essayé de les supprimer, ils ont perdu 20% de part de marché en le faisant. Parce que c'était les premiers. Et justement, parce que juste à côté, il y avait l'alternative avec le cavalier carton, plus visible, le consommateur ne se posait pas tellement la question, et voilà, il le prend évidemment. Et c'est un peu notre conviction, que ce soit dans la réduction ou dans le recyclage, c'est comment est-ce qu'on arrive, en se mettant ensemble, à prendre des engagements communs pour justement un peu lisser ce niveau et éviter que des gens profitent en fait du fait que d'autres sont passés à l'action plus vite. Voilà. Et donc c'est vraiment ça qui est clé. Et sur le recyclage, on l'a fait. Vous avez certainement entendu parler là, il y a 2 semaines, on a inauguré. Donc Indaver a inauguré son usine de recyclage du polystyrène. Il y a eu tout un travail de fond. Donc on a fait un consortium qui s'appelle PS25 avec tous les fabricants de yaourts notamment, pour justement se dire est-ce qu'on y va ensemble pour aussi aider la filière de recyclage à voir le jour? Est-ce qu'on peut aussi s'engager à aller intégrer la matière recyclée quand elle sortira justement de l'usine? Voilà, et c'est ça aussi qui permet de faire avancer les choses, d'où le besoin de mutualisation et de se mettre ensemble pour dire ok, on y va, et on y va de manière commune. Justement, la mutualisation, le collectif, c'est quelque chose que tu connais bien, Stéphane, aussi. Est-ce que là-dessus, justement, tu as des expériences à partager ou des clés finalement d'action qui pourraient permettre à des acteurs de se dire tiens, oui, ça vaut le coup que je fasse de la coopétition, que je coopère avec mes concurrents? Oui, je pense que globalement, l'économie circulaire, c'est assez peu un sujet de concurrence, c'est beaucoup une question de changement systémique. Donc, soit on change tous, soit le changement est quasi impossible. Donc, je pense que c'est encore une fois culturellement, dans la sphère des entreprises, etc., c'est quand même une bataille culturelle qui est en passe d'être gagnée. Donc, merci beaucoup à des entreprises comme la tienne, à Citeo, etc., pour œuvrer à fédérer, à faire travailler ensemble les parties prenantes. C'est vrai que nous, c'est un peu notre ADN aussi depuis le début. Nous, on produit des standards, donc ce sont des éléments de consensus technique. Donc il faut que les gens se mettent autour de la table et décident ensemble. Et donc, tant qu'on n'est pas d'accord, d'ailleurs, le standard émerge pas. Moi, je pense que ce qu'on peut apporter aussi dans ce contexte-là, c'est le lien entre le local, donc le national, et l'international. Je pense que c'est très rassurant quand même pour tout le monde, souvent, de pouvoir s'appuyer sur des dispositifs techniques qu'on a en commun avec les autres et pas trop faire du spécifique, etc. Parce que je pense que le choix aussi est beaucoup orienté sur la capacité à faire baisser les coûts de ces dispositifs techniques. Et quand on n'est que le marché français, on sait bien que c'est un peu limité. On sait bien aussi que la plupart des entreprises qui fournissent la grande distribution, par exemple, sont à des échelles internationales. Et donc, voilà, il faut faire attention de ne pas trop surenchérir sur les spécificités locales. Là, en l'occurrence, ce que je disais tout à l'heure sur le réemploi, c'est qu'on a vraiment un contexte légal qui est propre à la France. Et donc, on ne fera pas exactement le même réemploi qu'ailleurs. Mais sur sur d'autres sujets,
On parle des modèles de données, par exemple. On sait que beaucoup d'entreprises seraient ravies de pouvoir déclarer les mises en marché aux différents éco-organismes européens d'une façon relativement analogue, et donc de diminuer en quelque sorte la charge administrative que représente la gestion des REP. Bon, voilà, ça c'est un bon exemple sur lequel on peut travailler en France et on peut avancer avec l'écosystème français tout en restant en lien avec des dispositifs techniques qui peuvent en quelque sorte convaincre d'autres en Europe. Parfait, merci beaucoup. Et juste avant de passer aux questions de la salle, je voudrais reparler, parce qu'on a déjà parlé, mais d'un sujet qui est le sujet soit consommateur, soit client en B2B, parce qu'on sait encore une fois que son rôle est prépondérant. Et revenir un peu sur ce que vous avez dit. Vous avez parlé un peu d'expérience client qui doit être bonne, du niveau d'information qu'on doit lui donner. D'ailleurs, je fais un petit aparté. On est allé dans la ville de Kamikatsu avec Raphaël au Japon. Je ne sais pas si vous connaissez. C'est la ville qui trie ses déchets en 45 catégories. Donc, on est allé voir ça. Et donc, on s'était posé la question, tiens, mais comment ils arrivent? C'est un petit village au Japon de 2000 habitants, en l'occurrence, mais ils ont 45 catégories de tri. Alors, ce n'est pas chez eux, hein, du coup, c'est des points d'apport volontaires. Et en fait, ça a mis très longtemps à se mettre en place. C'est au Japon qu'il y a une culture qui est différente de la culture latine, probablement. Mais néanmoins, ils y arrivent parce qu'ils donnent le bon niveau d'information, justement. Donc, c'est-à-dire qu'ils vont dire, voilà ce qui va dans... C'est très clair, voilà ce qui va dans le bucket, voilà ce que ça devient, voilà combien ça coûte, ou combien ça rapporte à la collectivité en fonction, évidemment, du taux de recyclabilité. Et du coup, c'est ça qui a donné un peu le succès de l'opération. Et je trouve que quand on parle de réemploi, quand on parle... à chaque fois qu'on a besoin du consommateur, le fait d'avoir les forces de vente qui sont en capacité de bien expliquer le dispositif, enfin, nous, c'est ce qu'on observe un peu sur nos coalitions de réemploi notamment, c'est déterminant dans la réussite. Et donc, peut-être juste vous entendre une dernière fois sur ça, sur comment embarquer le consommateur ou comment embarquer son client, donc ce qui est très différent sur une problématique industrielle, B2B. Mais ça m'intéresserait quand même d'avoir un petit mot de la fin sur cette partie prenante qui est ô combien importante. Je ne sais pas qui veut se lancer. Stéphane, tu t'es jeté sur le micro, je te donne la parole du coup. Non, mais c'est vrai que dans les Cénac comme celui-ci, là, aujourd'hui, on a tendance beaucoup à dire qu'il faut expliquer, éduquer le consommateur, faire de la pédagogie, etc. Mais on ne dit pas souvent que le consommateur, souvent, dans les enquêtes d'opinion, il montre une forme de frustration que les choses n'avancent pas assez vite. Donc il y a quand même une demande sociale qui est adressée aux entreprises et qui est pas toujours parfaitement satisfaite. Donc le consommateur n'est pas toujours le frein, mais de temps en temps, je pense que c'est souvent le moteur et il faut surtout le voir comme ça. Bon, moi je reviens un peu sur la question du réemploi. Et si on fait le parallèle avec l'usage unique, c'est vrai qu'il a fallu des décennies pour qu'on arrive à avoir à peu près tous les mêmes poubelles chez soi et donc finalement à plus trop avoir d'hésitation sur où est-ce que je dois jeter ce que j'ai à jeter. Bon, ça a pris plusieurs décennies, on y est allé pas à pas, etc. Là, je pense qu'il y a quand même une notion de vitesse. Il faut qu'on réussisse à grande échelle, il faut qu'on réussisse relativement vite. Ça veut dire qu'il faut tout de suite on essaye de cibler quel est l'horizon cible et passer par peut-être moins d'étapes d'intermédiaire. C'est pour ça que je reviens sur cette question du geste du retour. Hein. Tant qu'on a la grande distribution dans l'ouest de la France, etc., et donc c'est un peu le projet emblématique du réemploi, le consommateur va ramener ses emballages sans aucun problème chez le distributeur. Il faut juste imaginer que ça va être le cas dans tous les réseaux de consommation, dans tous les secteurs d'activité. Et il faut éviter que ça soit trop compliqué. Enfin, je veux dire, ramener telle bouteille à tel endroit, mais telle autre pot à tel autre endroit, personne ne fera ça. Personne. Encore moins quand on est en centre-ville et qu'on a des petits apparts. Et voilà. Donc il faut réussir à faire en sorte que ces systèmes qui représentent un tel niveau de transformation se traduisent par des choses extrêmement simples, extrêmement accessibles, parce qu'on ne peut pas compter pour le coup sur le fait que le consommateur devienne un héros du quotidien. Et interopérable, hein, du coup, c'est ça dont tu parles. Est-ce que... Florence, tu veux rebondir? Oui, non, je suis d'accord. En fait, quand on dit éducation, il ne faut pas se méprendre. C'est que le consommateur, on le voit dans plein d'études, il a envie qu'on lui propose des solutions de réemploi, de choses qui optimisent. Enfin, je trouve qu'il y a beaucoup de sensibilité de ce point de vue-là et c'est extrêmement moteur. L'éducation, pour moi, c'est plutôt d'avoir quelque chose, exactement comme tu le disais, de simple, qui sache qu'on lui facilite la vie
pour l'instant, c'est pas trop parti pour, mais il faudra qu'on trouve des solutions communes. Mais effectivement, qu'on lui facilite la vie pour savoir où, si on prend l'exemple du réemploi, où est-ce qu'il ramène ses bouteilles, ses bocaux, tout ce qu'on veut. Donc, et ça, c'est ce qui est super, c'est sur des initiatives comme Reuse ou même des choses que nous, on peut faire avec... Enfin, il y a plusieurs initiatives qui existent sur le réemploi. Je pense qu'on va... J'imagine d'ici 1 an ou 2 maximum, avoir quand même pas mal de retours d'expérience pour voir comment on peut optimiser tout ça. Il faut quand même par contre être conscient que, on l'a dit à plusieurs fois, chacun à tour de rôle. Par contre, ce qui va être peut-être plus compliqué, c'est de se mettre tous d'accord entre nous. Où là, quand je vois déjà les freins en interne, on en a parlé, il va y en avoir d'autres à lever pour se mettre tous d'accord. Voilà, mais effectivement, le consommateur, il est pour, et je pense qu'il ne faut pas hésiter, oui, à le solliciter, voire lui donner envie. Ou ça, je sais pas. Moi, je me suis posé la question, pas plus tard encore hier en réunion. J'ai dit, mais ok, parce que alors si on prend l'exemple, si j'en ai des éléments plus techniques, la forme d'incitation à date qu'on utilise dans nos tests, c'est il y a un petit surcoût. Moi, la bouteille verte de William Peel, il y a 50 centimes de plus que sur la bouteille verte à usage unique, mais la personne va être remboursée quand elle va ramener sa bouteille. Ça me paraît minimum syndical. La consigne. La consigne. Mais peut-être qu'il faut demain imaginer encore d'autres choses pour donner envie, motiver. Parce que je crains qu'en fait, au démarrage, tout ne soit pas super méga bien coordonné. Et donc, du coup, il faudra peut-être donner d'autres choses. Je sais pas, je vais prendre des exemples triviaux, mais si je suis encore en grand magasin, j'ai une carte de fidélité, bah tiens, on va me donner plus de points parce que j'ai ramené mes bouteilles. Je suis sûre qu'on peut être très imaginatif collectivement pour donner envie au consommateur de faire ce dernier mètre, ce dernier kilomètre qu'il a envie de faire, mais où il sera encore plus intéressé s'il a d'autres, excusez-moi du terme, mais carottes à la clé. Voilà. Valentin. Alors moi je distinguerais déjà les consommateurs. J'aime pas trop dire le parce que y a autant de consommateurs que de personnes et on est tous consommateurs. Mais les consommateurs ont le pouvoir. Déjà, c'est ça qui est intéressant. Et c'est là où c'est pas tant de la pédagogie, c'est plutôt de l'information. C'est l'informer pour que lui fasse, que chacun fasse son choix éclairé en fonction de ses convictions, de ses possibilités. Voilà. Donc c'est ça qui est clé. On a fait, nous, par exemple, un dispositif qui s'appelle SI pour signalement des emballages excessifs. Donc là, nous tous, en tant que consommateurs, si vous voulez aller dessus, donc vous tapez Citeo signalement emballage excessif, ou ça va être sur l'appli guide du tri, vous pouvez remonter un emballage que vous trouvez suremballé. Voilà. Vous prenez des photos, vous pouvez citer la marque si vous voulez. Et nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'analyser. On va surtout en parler ensuite avec la marque, si elle est identifiée, pour dire, bah voilà, sachez que tes consommateurs ont remonté ça, qu'est-ce que vous en pensez, est-ce que vous pouvez le changer ou pas, est-ce qu'il y a une très bonne raison pour laquelle vous l'avez fait, ce qui arrive la plupart du temps. Mais en tout cas, l'expliquer, que nous, on puisse faire ensuite des retours aux consommateurs aussi sur ces choses-là. Donc l'information est clé, mais le consommateur a le pouvoir. Et puis après, il y a le citoyen, et là, je rejoins ce que tu as dit tout à l'heure, le citoyen ne doit pas douter. Le pire, en fait, et on le voit dans le geste de tri, déjà, pour le recyclage, il y a quand même 48% des citoyens qui doutent aujourd'hui au moment de faire le geste. Et ça, c'est un frein terrible. Donc il faut absolument tout faire pour lever le doute, et notamment l'harmonisation, la simplification des parcours, en fait, doit permettre ça, et de montrer la preuve, surtout, que ça fonctionne et qu'il se passe quelque chose derrière. Donc lui montrer que le geste qu'il fait, en fait, il y a quelque chose à la clé. Voilà. Parfait. Et Julie, avec des enjeux différents, du coup. Exactement, parce que donc, étant en B2B, même si le consommateur a le pouvoir, l'industriel peut un peu imposer sa marque de fabrique. Dans le B2B, c'est un peu l'inverse. Donc effectivement, c'est plutôt nos clients, les distributeurs et tout ça qui commencent à beaucoup s'intéresser au sujet et qui nous disent moi j'ai besoin de telle information, l'autre me dit j'ai besoin de telle information, le quatrième me dit ah non, moi c'est ça qui m'intéresse. Donc moi la problématique que je relève, c'est un sujet du coup d'écosystème, donc c'est bien parce que ça refait la boucle avec tout ce qu'on dit depuis le début de la conférence. C'est que moi, j'ai plutôt besoin d'un standard qui soit discuté avec vraiment mes compétiteurs, les personnes de la chaîne de valeur intéressée, les distributeurs, etc., pour qu'on soit un peu d'accord sur comment on communique, à quel niveau, via quelles informations. Parce que sinon, c'est vrai que
Nous, on est un peu perdus parce qu'on a trop de demandes et trop de demandes parfois différentes. Je pense que parce qu'il y a forcément un consommateur en bout de chaîne, il ne doit pas être beaucoup mieux que nous. Donc c'est vrai que moi, c'est plutôt un appel à la coopération et à la création de standards que je ferai. Très bien. Eh ben, merci beaucoup. On va passer un petit temps de questions-réponses. Et ça me fait juste penser, d'ailleurs, quand on parlait du consommateur, il y a 7-8 ans, on parlait de seconde main, par exemple, avec pas mal de marques, donc plutôt sur des biens durables, donc, qui ne sont pas consommés comme les cosmétiques ou l'agroalimentaire, qui était encore un sujet assez petit. Et on voit qu'en fait, les modes de consommation peuvent changer radicalement très rapidement. Et aujourd'hui, la seconde main, c'est des marchés énormes. Et j'imagine qu'il y a des groupes qui en font, qui en tout cas s'y intéressent, parce que c'est des énormes marchés qui échappent aujourd'hui souvent d'ailleurs aux marques. Donc on peut imaginer évidemment une trajectoire pour le réemploi qui soit assez similaire, où le réemploi deviendrait un gros marché. Et encore une fois, c'est vu, on peut voir le bâton, l'aspect défensif réglementaire, puis l'aspect aussi un peu plus opportuniste, de se dire tiens, qu'il y a un marché qui est en train de se développer, dont il faut se saisir. Est-ce qu'on peut passer à des questions-réponses? Je crois que vous avez des micros qui sont à disposition. Est-ce que quelqu'un a une question dans la salle? Allez-y. Ouais. Bonjour, merci beaucoup pour vos témoignages. C'est pour, je voulais vous attirer votre attention notamment sur les bouteilles, sur une expérience vécue sur l'île de la Réunion, où il y avait des bouteilles standardisées pour une marque de limonade et une marque de bière bien connue là-bas. Et donc, est-ce qu'il n'y a pas aussi un volet industriel qui a pensé sur ça et qui va aller à l'encontre du volet marketing, parce que le marketeur cherche à se différencier et l'industriel cherche de l'homogénéité. Et voilà. Alors, je réponds sur le standard et, et je laisserai effectivement Florence répondre sur l'individualisation. Oui, alors c'est clé, et on sait qu'un des leviers pour réduire le coût, notamment du réemploi, c'est bien de standardiser, parce que ça permet d'éviter de transporter, donc d'avoir une bouteille qui va être conditionnée à un endroit par un producteur de jus, qui va pouvoir ensuite être ramenée au consommateur, puis amenée chez un autre conditionneur qui est plus proche et qui va remettre du lait dedans, par exemple. C'est pour ça qu'on a développé toute une gamme d'emballages standardisés pour justement l'expérimentation dont on parle depuis tout à l'heure dans le Grand Ouest. Donc on a un emballage qui est gravé réemployable Aircare, qui est standardisé, interopérable, et donc qui peut être utilisé par plusieurs marques. Et c'est bien l'objectif, c'est qu'il le soit au maximum. Donc aujourd'hui, on a 1 litre fraîcheur pour les jus, soupes, gazpacho, lait, etc. On a 75 centilitres de bière également, qui peut circuler entre les marques. Et on travaille là sur des bouteilles plutôt goulot étroit, alors 1 litre, un peu comme celle-là. On travaille également sur des bocaux et des pots, et sur des petites bouteilles de bière. Et puis à long terme, on en aura d'autres. On imagine à peu près une 30aine de références à terme sur des barquettes, des pots, bocaux, autres, pour le faire. Mais c'est un sujet clé, ouais. Il le faudra. Mais il faudra aussi de l'iconique, quand même. J'allais dire comment c'est perçu, et après, on viendra, il y a des systèmes qui pourraient exister, de se dire, tiens, moi je veux de l'iconique, donc je suis prêt à payer un surcoût, finalement, qui va être lié à ça. Oui, ça va être ça. Parce que peut-être en 1 minute, Florence, parce qu'on sait que pour les marques de cosmétiques, de vin et spiritueux, c'est important, le pack. Non, je vais faire le tri entre mes convictions personnelles et les convictions collectives que j'entends. Bouteille standard, oui. Je dirais même que là, tout à l'heure, je parlais de comment on fait. Enfin, je répondais à la question de Jules sur comment on fait pour motiver les troupes. Moi, j'ai envie de dire, demain matin, j'ai qu'un seul format de bouteille. J'ai pas besoin de sortir ma calculette. Il va y avoir des économies très conséquentes à la clé. Très conséquentes. Et oui, donc c'est assez paradoxal ce que je suis en train de vous dire. Parce que pour autant, encore une fois, on vient de démarrer la coalition des spiritueux. Ça vient juste de démarrer. Donc, juste pour parler de réemploi. Donc, comment vous dire qu'une bouteille unique dans les spiritueux, c'est absolument pas dans le panorama des sujets. Et ça a été un tout petit peu dit à la première réunion. On essaye de le dire à minima. Oui. Ça commence à rentrer. Ça a été dit. Mais ça a été évacué direct. Et même moi, je suis assez malaise. En fait, mais je pense que c'est comme dans tout dans la vie, j'allais dire d'une manière générale. On va passer de je ne sais pas combien, honnêtement, je pense qu'il y en a un paquet, de modèles, de ce qu'on appelle en notre jargon de moules. Je n'ose pas calculer. Je pense que ça doit être assez indécent. À un seul moule. C'est pas possible. Enfin, je veux dire...
C'est l'exemple que je prenais tout à l'heure sur les cotons démaquillants ou sur demain matin, si moi je décide d'augmenter mon pourcentage de verre recyclé et que j'ai une bouteille qui est plus sombre et que voilà, je vais pas me mettre une balle dans le pied. Enfin, je pense que l'avantage de ma fonction, c'est que moi, je suis autant, ça peut paraître peut-être étrange, c'est moi qui ai demandé à récupérer les sujets RSE. Il n'y a pas de structure dédiée chez nous. Mais je trouve que ça aussi, alors c'est pas toujours facile, hein, honnêtement, mais par contre j'ai vraiment l'ancrage business aussi dans ma tête. J'ai plus d'années d'expérience côté business que d'années d'expérience côté RSE. RSE, ça fait 3 ans maintenant, un peu plus de 3 ans que je m'en occupe. Donc j'essaie toujours dans ma tête de me dire, bon voyons Florence, qu'est-ce qui est raisonnable à imaginer, qu'est-ce qui est audible, mais même pour moi, dans ma fonction. Donc je pense que c'est un truc qui va se faire par étapes, pour répondre à votre question. Moi je serais... Alors mais ça, là je vais parler de ma conviction personnelle. Au jour d'aujourd'hui, donc l'industrie des spiritueux dit non, pas de bouteille unique, soyons clairs. Tu l'as évoqué tout à l'heure, mais oui, je suis contente. Je ne sais pas ce qui se passe cette semaine. Les planètes se sont réunies. Donc hier, j'avais une réunion de coalition. Aujourd'hui, c'est Pro Durable. Et demain, première réunion avec la Fédération française des spiritueux. Ils nous mettent enfin tous autour de la table et on va se parler de qu'est-ce qui est prioritaire à traiter comme dossier, qui sera suivi de plein d'autres réunions. Je pense qu'on l'a dit 20 fois de manière différente, mais pour le cas qui me concerne, la fédération, c'est indispensable. Il va falloir petit à petit se mettre d'accord sur des chantiers. Donc pour revenir à ma conviction personnelle, moi ce que j'imaginerais avec mon bon sens près de chez vous, on va pas passer à une bouteille unique demain matin, mais on pourrait petit à petit, à minima quand même, rationaliser la quantité de formes, de tout ce qu'on veut qui existe, surtout que d'un point de vue purement technique, je ne suis pas responsable du développement packaging, mais on peut imaginer une simplification des moules au départ et après finir à ce qu'on appelle en moule ébaucheur pour avoir une différence à la fin du cursus. Je suis sûre que si on commence à rentrer vraiment dans les sujets, ce qui n'est pas forcément le cas d'un certain nombre d'intervenants à date, on peut imaginer des choses au milieu. Donc on ne va pas passer de noir à blanc, mais on va peut-être pouvoir passer par étapes à des solutions de simplification qui seront bonnes pour tout le monde, en fait, hein, d'un point de vue environnement, mais aussi d'un point de vue économique. Exactement. De toute façon, c'est un peu ce que je pense induisait Valentin, c'est que plus on standardise, moins c'est cher. Mais on pourrait aussi peut-être avoir le choix de certaines structures de dire moi je veux pas voir du standardisé, je suis prêt à payer un surcoût parce que d'un point de vue marketing c'est plus important pour moi et j'assume de choisir une bouteille iconique, semi-iconique, semi-standardisée peut-être comme solution intermédiaire, mais qui du coup me coûtera un peu plus cher et que j'assume de payer ce coût-là. Et aujourd'hui il faut tout le monde, donc il faut d'abord du volume. Et de toute façon, enfin, exactement. On m'a fait un signe malheureusement que c'était terminé. Je vous propose d'applaudir nos intervenants. Un grand merci pour votre écoute. Et un bon Pro Durable à toutes et tous. Merci.